Bien. Donc maintenant nous allons parler pour finir cette présentation des douleurs thoraciques. Alors les douleurs thoraciques, c'est quelque chose d'assez large parce que les douleurs thoraciques peuvent avoir de multiples causes et qui peuvent donner à longue durée multiples effets également. Et en fait, ce qui est intéressant au niveau des douleurs thoraciques, c'est que quand vous vous présentez aux urgences en vous plaignant d'une douleur thoracique intense, le médecin, il va vous faire les premiers examens pour, pour entre guillemets, éliminer 6 pathologies qui seraient graves. À quoi ça sert? Ça veut dire que si jamais si on détecte une de ces 6 pathologies le plus vite possible, comme elles sont graves, on peut la traiter tout de suite et permettre à ce qu'elle ne se à ce qu'elle ne s'amplifie pas, qu'elle ne s'aggrave pas. Et donc le fait d'éliminer ces 6 pathologies-là dès le départ, ça permet de se rassurer et de montrer entre guillemets que la douleur thoracique n'est pas a priori à cause d'une pathologie grave. Ces 6 pathologies sont les suivantes: la pneumopathie, pneumothorax, péricardite, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et dissection aortique. On va les passer les 6 en revue euh, pour voir quelles sont-elles. Alors, je précise tout de suite que les douleurs thoraciques, à part emmener la personne aux urgences, il n'y a pas grand-chose à faire, pour être honnête. Voilà, là c'est vraiment une prise en charge médicale. On va commencer par la pneumopathie. La pneumopathie, c'est une infection microbiologique du parenchyme pulmonaire. Donc, vraiment du poumon d'un point de vue tissulaire. C'est le parenchyme pulmonaire. Alors, cette pneumopathie, quand elle va s'étendre ou si elle va se localiser sur un lobe du poumon en entier, ça va passer au stade de pneumonie. Ok? Donc une pneumonie, c'est une pneumopathie étendue ou localisée sur un lobe entier, mais c'est pas une réciproque. Une pneumopathie ne donnera pas forcément une pneumonie. Évidemment, une pneumonie est plus grave qu'une pneumopathie. On le comprend. Au niveau des douleurs, évidemment douleurs thoraciques, et ça c'est à cause de l'eau dans les alvéoles, parce qu'une infection appelle de l'eau, de l'eau ou des liquides biologiques, donc forcément de l'eau dans les alvéoles, ça va être douloureux au moment de la respiration. On va avoir de la toux avec des crachats sales, d'où à l'infection, encore une fois, avec de la fièvre, toujours infection, et éventuellement des frissons. C'est les symptômes de base. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble une pneumonie, une pneumopathie au niveau d'une radio. D'abord, une radio physiologique. Donc là, rien de très alarmant. On voit bien les côtes, on voit bien la masse cardiaque. Voilà, on voit rien d'exceptionnel. Ce patient n'a rien. Maintenant, ce patient, on voit très clairement un aspect un peu brumeux sur le poumon droit et sur la partie antérieure du poumon gauche. Si on revient sur avant, on voit qu'on a quand même une bonne transparence qu'on ne retrouve pas ici. Ici, c'est quand même un peu blanchâtre, un peu brumeux. Donc là, on a vraiment une pneumopathie bien engagée, comme on peut le voir. Et sur la diapo suivante, là, on peut voir qu'on retrouve cet aspect brumeux, mais que là, on est clairement sur du blanc, presque aussi blanc que la masse cardiaque ou l'os. Là, on est au stade de pneumonie, parce que là, on est vraiment localisé sur tout le lobe moyen du poumon droit. On est d'accord ici. Donc là, là par contre, c'est vraiment bien engagé. Je pense que ce patient doit avoir de grosses douleurs à la respiration. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, le pneumothorax. Pneumothorax, épanchement aérien dans la cavité pleurale. Personnellement, j'ai une tante qui est décédée de ça. Alors, symptômes, douleur thoracique unilatérale brutale, donc sur un côté, toux sèche irritative avec inspiration qui va amplifier la douleur, et le cas échéant, essoufflement.
Si on fait un peu d'anatomie avec un schéma fait par moi-même, qu'est-ce que la cavité pleurale? Alors il faut comprendre que nos poumons sont recouverts par une membrane qu'on appelle la plèvre. D'accord? Cette plèvre, elle contient deux feuillets. Un feuillet qui va être accolé sur le poumon, qu'on va appeler le feuillet viscéral, et un feuillet qui va être accolé à la partie postérieure de la cage thoracique, qui s'appelle le feuillet pariétal. Et donc, entre ces deux feuillets pleuraux, il va y avoir la cavité pleurale. Et normalement, la cavité pleurale doit être vide. Elle ne doit pas exister. Parce qu'en fait, si on a le poumon qui va être accolé au feuillet viscéral accolé au feuillet pariétal accolé à la cage thoracique, on a un accolement in fine du poumon à la cage thoracique. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand le diaphragme va se baisser, eh ben, ça va créer entre guillemets, un vide dans la cage thoracique, comme les poumons ils sont rattachés, et donc ça va faire gonfler les poumons, et donc ça va faire entrer l'air. D'accord? Ce n'est pas en inspirant de l'air que la cage thoracique se gonfle, c'est parce que la cage thoracique se gonfle que l'air va rentrer. D'accord? Faut bien comprendre que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Bon, à la rigueur, c'est pas trop le sujet ici. Quoi qu'il en soit, quand on a un épanchement aérien ou un épanchement liquidien entre les deux feuillets pleuraux, entre les deux feuillets pleuraux, viscéraux et pariétaux, eh ben, si on a de l'air, par exemple, eh ben, il va y avoir un décollement des deux feuillets, et donc le poumon ne sera plus solidaire de la cavité pleurale, et il va donc s'atrophier, il va diminuer de volume, et en fait, il ne pourra plus être utilisé. Et donc ça, imaginez-vous bien que c'est quand même douloureux et on a vraiment une difficulté respiratoire parce qu'on n'a qu'un seul poumon sur les deux qui fonctionne. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Là, on voit un vide. Clairement, on voit un vide. C'est noir. En fait, le poumon est là. On voit qu'il est complètement atrophié et n'est plus du tout solidaire de la cage thoracique. Hein? Ça, ce n'est pas le cœur. Le cœur est là. Hein. Ça, c'est le poumon droit qui est complètement atrophié. Là, on a quand même un pneumothorax largement étendu sur toute l'hémicage droite. Ok? Et donc ça, voilà, on a eu une désolidarisation complète du poumon droit et une atrophisation et du coup, on peut plus utiliser ce poumon. Donc ça se voit assez bien hein, sur une radiologie, voilà. Et pour être honnête, je n'ai pas une réelle idée de comment ça se soigne parce que je sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut recoller les deux feuillets. Donc ça, c'est un point à se renseigner. Je préfère dire que je ne sais pas plutôt que d'inventer quelque chose. Donc voilà comment. Donc là, ça se voit vraiment très bien ici. On passe au suivant, la péricardite. Alors, épanchement liquidien intrapéricardique à cause d'une inflammation du péricarde causée par une infection bactérienne. Elle peut être aiguë ou chronique. Alors, les symptômes sont les mêmes que ceux qu'une infection virale, donc difficilement détectable sans un ECG. Et c'est là que la péricardite est malsaine, hein, parce que comme il s'agit d'une infection, comme il s'agit d'une infection, ça a les symptômes d'une infection. Il n'y a pas vraiment de symptômes spécifiques. Sans faire un ECG, on ne peut pas le voir. Alors, comment on le voit sur un ECG, ça, je le verrai, on pourra le voir dans une vidéo qui sera consacrée spécifiquement à l'électrocardiogramme. Hein. Il faut que je la fasse, parce que j'avais beaucoup aimé cette partie-là. Je ferai cette vidéo et je vous expliquerai tout. Alors, pareil, comme, je ne sais plus si j'ai fait un schéma après, non, donc je vais l'expliquer. Comme pour la plèvre, le péricarde, en fait, c'est un sac qui va enfermer le cœur, donc c'est un sac tissulaire, il va enfermer le cœur, et en fait, il va lui permettre de ne pas se balader au sein du médiastin. Le médiastin étant l'espace entre les deux poumons.
Vous imaginez bien que le cœur, sans le péricarde, il pourrait se balader entre les deux poumons, ce serait pas ouf. Et en fait, le péricarde, il va être maintenu au milieu du médiastin grâce à des ligaments euh, qui vont le relier à divers endroits, comme par exemple le diaphragme. Je crois qu'on appelle ça, je crois que c'est le ligament. Non, c'est pas splénique, parce que ça c'est relatif à la rate. J'ai oublié le terme, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs ligaments qui le relient et donc ça permet de le maintenir en place. Ce péricarde, il contient deux feuillets. Un feuillet viscéral qui va être accolé au cœur et un feuillet pariétal qui va être autour. Pareil, quand il va y avoir une infection, il va y avoir du liquide qui va s'accumuler au sein du péricarde. Parce que vous imaginez bien que s'il n'y a pas, parce qu'il y a déjà du liquide initialement dans le péricarde, parce que sinon il y aurait une forte irritation à chaque mouvement cardiaque, parce que tissu contre tissu, ça frotte. Normalement, il y a à peu près 50 millilitres de liquide entre le cœur et le feuillet viscéral. Mais là, quand il y a une infection, il y a plus d'eau. Et comme c'est un sac qui est étanche, qui est vraiment, oui, qui est étanche, eh ben, il n'y a pas de trou par définition. Et en fait, la pression va augmenter dans le péricarde. Et donc, le cœur va avoir plus de difficultés à battre. Et c'est pour ça que ça va se voir sur un ECG. Voilà. Et donc voilà, la péricardite est très douloureuse aussi. Enfin, en fait, elles le sont toutes, hein, je ne sais pas pourquoi je le précise. Péricardite, voilà, troisième douleur thoracique, troisième pathologie. La quatrième, on en a parlé, l'infarctus du myocarde, malaise cardiaque, hein, ischémie, nécrose cardiomyopathique, ça veut dire que relatif aux cellules du muscle cardiaque, lié à un manque d'oxygène dans le muscle cardiaque causé par une embolie coronarienne. Alors là, on voit plusieurs termes qu'on avait vus, hein, ischémie, nécrose, embolie, etc. Mais un nouveau terme est venu, coronarienne. C'est quoi coronarienne? Alors d'abord, symptômes, malaise, essoufflement soudain, fatigue inexpliquée, sensation inhabituelle dans le bras gauche. Parce que voilà, le cœur est un petit peu orienté vers la gauche, et donc ça expliquerait pourquoi on a une sensation sur le bras gauche. Il faut savoir que le cœur est lui-même irrigué en sang pour pouvoir fonctionner, d'accord? Et cela est permis par les artères coronaires, d'accord? Alors, coronaire, ça vient de couronne, d'accord? Il entoure le cœur. Il y a deux artères coronaires, gauche et droite, d'accord? On a l'artère coronaire gauche droite, je ne sais pas lire, qui va irriguer tout le territoire inférieur du cœur, ici. L'artère coronaire gauche, elle, va se diviser en une artère interventriculaire antérieure irriguant le territoire antérieur du cœur, ou on appelle aussi ça le territoire apical, et en artère circonflexe qui, elle, va faire un peu le tour pour irriguer le territoire latéral du cœur. Et bien là, un infarctus du myocarde, ça va être une de ces trois artères qui va se boucher. Donc, si jamais ça se bouche ici, on va avoir une ischémie sur tout le territoire inférieur. Si c'est ici, ça va être une ischémie sur tout le territoire antérieur ou apical, et ici, le territoire latéral. Par contre, si c'est là que ça coince, bah là, c'est tout le territoire latéral et antérieur qui va être atteint. Donc là, c'est quand même beaucoup plus grave. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas déboucher une artère coronaire car c'est extrêmement fin, et aussi parce qu'elles sont, entre guillemets, inaccessibles. Parce qu'elles sortent directement de la crosse aortique, on ne peut pas les atteindre avec les outils. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des pontages coronariens. C'est-à-dire qu'on va avoir la crosse aortique qui va être dans ce coin-là. On va prendre, par exemple, une artère qu'on va prendre au niveau de la jambe et on va l'anastomoser, donc on va la relier de manière termino-latérale sur la crosse aortique et tac, on va faire un pont. Donc admettons que ce soit bouché à cet endroit-là. Eh ben, on va faire un pont après là où c'est bouché. Donc on va faire une anastomose termino-latérale sur la crosse aortique et le pont
tac, anastomose terminolatérale sur l'artère pour que le sang puisse passer ici et irriguer le territoire antérieur. Et donc, on peut aller jusqu'au quadruple pontage coronarien. Donc ça, c'est quand même extrêmement lourd comme opération, mais c'est entre guillemets une monnaie courante. Il y a beaucoup de pontages coronariens dans le monde qui sont faits chaque jour, hein, parce que les infarctus du myocarde sont très courantes. Et parce que les artères coronaires étant des artères fines, leur sténose est simple et est facile. Voilà. Donc ça, c'est pour l'infarctus du myocarde. Embolie pulmonaire, maintenant, l'avant-dernière, obstruction d'une artère pulmonaire ou d'une de ses efférences par un caillot sanguin ou par une poche d'air, embolie gazeuse. Alors là, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Qu'est-ce qu'une artère pulmonaire? Parce qu'en fait, en anatomie, et c'est extrêmement rare, il y a des homonymes, ça existe parfois. Par exemple, sur le mot épiphyse. L'épiphyse définit deux structures dans le corps. Il définit à la fois les extrémités des os longs, d'accord? On a métaphyse au milieu, épiphyse de chaque côté. Mais ça définit également ce qu'on appelle la glande pinéale, qui est en fait une glande qu'on va trouver au niveau du cerveau, qui va être appendue au niveau de la lame quadrijumelle. Donc CF, mon cours sur l'anatomie descriptive du système nerveux central dans la description du névrax. La glande pinéale s'appelait autrefois l'épiphyse. Voilà. Mais là, artère pulmonaire, ça définit deux choses, et en plus localisées au même endroit, rien que pour nous faire chier. Artère pulmonaire, c'est à la fois l'artère qui va partir du cœur, du ventricule droit, et qui va apporter le sang non oxygéné ou le sang veineux jusqu'au poumon pour qu'il soit oxygéné ou hématosé. Donc c'est une artère qui part du cœur. Ou alors, c'est les artères qui vont irriguer les poumons en sang pour leur fonctionnement personnel. Donc vous voyez, là, on a deux homonymes. L'embolie pulmonaire, ça concerne ces artères-là. C'est-à-dire que si elles sont bouchées, eh ben, les poumons ne sont plus irrigués en sang, ils vont s'ischémier ou se nécroser. Voilà, qu'on soit bien d'accord. L'artère pulmonaire est au poumon, ce que les artères carotides sont au cœur. Ok, là je parle de ça. Soit un caillot sanguin, donc ça va être une thrombose, soit par une poche d'air, c'est une embolie gazeuse. Voilà. Et pourquoi? Parce que les artères pulmonaires étant très proches des poumons, les échanges gazeux peuvent se faire rapidement et on peut avoir une embolie gazeuse. Tout le symptôme douleur thoracique unilatérale qui s'amplifie à l'inspiration, dyspnée, donc ça c'est douleur à l'inspiration, respiration courte, crachat sanglant. On imagine bien que c'est très moyen comme bail, hein. Donc embolie pulmonaire qui est évidemment une pathologie plutôt courante également, on en entend souvent parler. On va passer à la dernière, la plus grave, la dissection aortique. Je me souviens une fois quand j'étais petit, je suis allé chez mon médecin et je lui ai dit que j'avais fait une dissection aortique dans la nuit pour rigoler. Ça l'a pas trop fait rire et il m'a même plutôt fait comprendre que si c'était le cas, je serais mort depuis longtemps. Donc merci Thierry pour ça, hein, voilà, je te remercie profondément. Alors la dissection aortique, c'est quoi? Pénétration de sang dans une déchirure de l'intima de l'aorte provoquant une obstruction du vaisseau. Alors là, j'ai pas fait de schéma, je capitule. Donc là, je vais y aller doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Chaque vaisseau sanguin est composé de 3 feuillets au niveau de la paroi. Le feuillet le plus interne qui va être directement en contact du sang, c'est ce qu'on appelle l'intima. C'est la plus fine membrane. Il y a ensuite ce qu'il y a au milieu, la média, qui va contenir, elle, toutes les cellules musculaires lisses. Et enfin, l'adventice, la plus externe, qui, elle, va pouvoir contenir du collagène qui va permettre aux artères d'être maintenues béantes. D'accord? Donc,
les artères ont une adventice plus épaisse, les, euh, les veines auront une média plus épaisse. En tout cas, quand il y a une micro-déchirure au niveau de l'intima, le sang va pouvoir pénétrer dedans et comme le sang au niveau de l'aorte est à très très grande pression, vous le savez, eh ben, si le sang rentre dans une déchirure, eh ben, elle va de proche en proche décoller l'intima de la média en rentrant dans la plaie. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va avoir l'intima qui va être complètement désolidarisée de la média. Elle va être vacante en plein milieu de l'aorte et elle va pouvoir la boucher. Et donc, le problème, c'est que cela peut se faire tout le long de l'aorte, sur plusieurs centimètres. Ça peut se faire sur 20 centimètres de long d'aorte, c'est énorme. Et donc ça, vous imaginez bien que c'est dramatique parce que si l'aorte se bouche, c'est tout le corps qui en pâtit. Enfin, en tout cas, tout le corps descendant. On imagine très facilement à quel point ça peut être très dramatique. Douleur très importante au niveau du thorax avec irradiation vers le dos, parfois l'abdomen, dyspnée, transpiration, vomissement. Si la déchirure sur tout le vaisseau de la tête, la circulation du sang vers cette dernière peut être ralentie, voire stoppée, provoquant une perte de connaissance, une paralysie et un autre symptôme d'un AVC, notamment. Et donc là, vous imaginez bien que c'est plutôt fatal comme pathologie, parce que l'artère peut aussi se rompre, puisque comme il y a une membrane en moins, eh ben, le reste est beaucoup plus fragile, et la média n'est pas faite pour être en contact avec le sang. Donc, rupture de l'artère, enfin de l'aorte, vous mourrez en 2 minutes, hein, très clairement. Donc, c'était la dernière, et je vais terminer avec cette synthèse. La pneumopathie est fatale entre 5 et 40% des cas. Donc, ça peut être plus ou moins grave, entre guillemets. Pneumothorax, 10% de létalité, c'est quand même un malade sur 10 qui en meurt, c'est plutôt pas mal. Péricardite, on voit qu'on en meurt plutôt rarement, c'est plutôt bien pris en charge, puisque finalement il s'agit que d'une infection, hein, même si c'est au niveau du cœur. L'infarctus du myocarde, qu'on appelle IDM aussi, 10% des patients meurent dans l'heure, sinon entre 10 et 15%, ça représente 2000 morts par an. L'embolie pulmonaire, 30% des hospitalisés vont mourir, soit 15 000 morts par an. Et la dissection aortique, la plus fatale, 20% des patients vont mourir avant même d'arriver à l'hôpital. Donc j'ose même pas imaginer ceux qui meurent après être arrivés. Tout ça pour vous dire quoi? C'est pas très marrant comme fin, mais c'est pour vous sensibiliser que les douleurs thoraciques, faut pas les prendre à la légère. Quitte à attendre aux urgences, on s'en fout. Il faut être sûr que vous n'êtes pas atteint d'une de ces 6 pathologies-là. Donc vraiment, si j'ai un message à vous faire passer ce soir, enfin ce soir parce que c'est le soir pour moi, c'est voilà, douleur thoracique, urgence, direct. Ne prenez même pas la peine de voir votre médecin, enfin voilà, enfin si vous pouvez aller voir votre médecin, mais il vaut mieux aller aux urgences directes. Comme ça, voilà, on sait jamais, c'est toujours mieux. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, et là ça s'y prête plutôt bien. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup pour d'avoir été attentif sur cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dit des bêtises, si vous avez aimé. Soyez quand même constructif, ne soyez pas agressif, ça sert à rien. Et voilà, je vous dis à la prochaine, peut-être pour de la biochimie, peut-être sur de l'ingénierie génétique ou peut-être sur l'interprétation d'un électrocardiogramme, on verra. En tout cas, prenez soin de vous.